Bonsoir à tous. Nous sommes là ce soir pour une table ronde qui s'intitule « Les acteurs culturels passent à table ». Et on va parler de ces acteurs culturels qui s'engagent pour une alimentation durable dans le cadre de la programmation Manger et sauver la planète qui se déroule cette semaine à Grande Contrôle. Alors, en petite introduction, je voulais revenir sur un échange qu'on a eu d'ailleurs avec Charles en préparant cette table ronde, qui est qu'en fait, il y a une forme d'inversion entre culture et food aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que me disait Charles, c'est que longtemps, la food a été au service de la culture et qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un rééquilibrage un petit peu des choses qui se passent et que finalement, la culture et le secteur culturel se met davantage au service de l'alimentation. Alors pourquoi la food et l'alimentation a été au service de la culture traditionnellement, on va dire? C'est parce que finalement, ça participe à la convivialité d'un événement ou d'un lieu, mais aussi à son modèle économique. Donc on en parlera. Et ce glissement aujourd'hui qui est opéré, il pose pas mal de questions. Pourquoi, comment, avec quel succès et quelles difficultés aussi. Et c'est ce qu'on va aborder ce soir avec mes invités. Alors un petit clin d'œil, c'est que j'ai que des garçons autour de la table. On a parlé, on avait un petit peu honte. Donc on parle d'alimentation durable, mais on a encore quelques petits efforts à faire sur le reste. En tout cas, pour ma part, j'ai la joie ce soir d'accueillir, alors dans l'ordre, Charles Lazarescu, qui est à côté de moi, qui est responsable restauration chez Artifarty, pour les projets Eating, Toast et Sanguin, dont Charles, tu nous parleras plus précisément tout à l'heure. À côté de Charles, nous avons Vincent Merlet, qui est cofondateur du Hasard Ludique, mais aussi de Oba, qui est un nouveau projet dédié à l'alimentation et qui est présenté comme un lieu de vie dédié à la cuisine durable et joyeuse. Tu nous diras pourquoi, Vincent. À côté de Vincent, Thomas Grimberg, qui est fondateur de l'agence Godina, cofondateur de Pimpin, multicasquette Thomas, et en charge de l'offre restauration du festival We Love Green, entre autres. Et à côté de Thomas, Denis Lega, que je connais encore un peu mieux, puisque Denis est cofondateur de Grande Contrôle, et également de la future Halle des Docks à Saint-Ouen, dont il nous parlera aussi tout à l'heure. Alors messieurs, bienvenue, et merci d'être là ce soir. Je voulais démarrer par une petite allusion au rapport du Schist Project, évidemment, et notamment du volet sur la décarbonisation de la culture. Et ce rapport a été remis en octobre dernier. Et il a souligné l'impact finalement considérable de l'alimentation sur l'impact environnemental des activités culturelles. Et en soulignant que, en fait, finalement, une des choses à prendre en considération pour les acteurs de la culture, si on souhaitait diminuer notre impact environnemental et décarboner la culture d'ailleurs, c'était de transformer complètement, en fait, justement, l'alimentation telle qu'elle était proposée sur les événements, sur les festivals, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire privilégier le local et réduire du coup les transports. Ça veut dire réduire les protéines animales. Ça veut dire supprimer le plastique évidemment, mais aussi tout ce qui est contenu jetable, composter ce qui peut l'être, etc., etc. Tout ça, ce sont des mesures sur lesquelles les acteurs ici présents travaillent déjà depuis quelques années. Et je voulais démarrer avec finalement Thomas et Denis. Je commencerai bien par vous, parce que finalement vous êtes peut-être plus d'ancienneté sur ces sujets-là. Aujourd'hui, Thomas avec We Love Green, Denis avec Grande Contrôle. Et il me semble que la prise de conscience autour du rôle justement des acteurs culturels sur une alimentation durable, elle a commencé peut-être par la volonté de proposer une offre de qualité qui était déjà différente de ce qui se faisait par ailleurs. Donc ce que j'aimerais savoir, c'est aujourd'hui comment vous travaillez dans un premier temps sur la sélection des acteurs food dans vos événements, dans vos lieux. C'est aussi l'occasion de présenter un petit peu peut-être vos offres. Et est-ce que vous pouvez nous en parler, peut-être Thomas, pour démarrer? Bonsoir tout le monde, merci d'être là, nombreux, ça fait plaisir. Le projet restauration pour We Love Green, pour ma part, il a commencé il y a un peu plus de 5 ans. Ils sont venus me chercher, moi je sortais de Omnivore, donc je bossais pour
C'est un festival de cuisine qui avait un peu de partout dans le monde. Et ils avaient déjà lancé le projet, il était déjà très abouti, très développé, mais ils sont venus me chercher et ils m'ont dit ok, on a deux problématiques. Il faut inscrire la restauration comme une action majeure dans le cadre des réductions des gaz à effet de serre. Il faut l'inscrire dans tout ce qui est process écologique, de développement durable, etc. Mais on a aussi vocation à essayer de pousser la programmation culinaire, on va dire entre guillemets, au même niveau que la programmation musicale. Donc c'est un bien grand mot. Mais donc on avait ces deux objectifs qui étaient de proposer une restauration cohérente, saine, durable, sourcée et contrôlable, et en même temps faire appel à des acteurs, certains acteurs nouveaux et d'autres acteurs plus connus que nous on appelle des chefs d'affiche, pour reprendre un petit peu les mêmes termes que pour la musique et pour les festivals. Et voilà, d'essayer de créer un mix cohérent. Parce qu'on parle beaucoup de cohérence chez We Love Green. J'en parlerai après parce qu'on a un cahier des charges très très poussé sur la sélection des restaurants, etc., sur l'accompagnement et sur le contrôle, mais aussi que ça reste cohérent et pas confiscatoire, pas privatif. Et quand, en installant un cahier des charges très précis, on peut souvent aussi couper un petit peu la créativité, et on peut aussi se retrouver souvent avec les mêmes types de restaurants qui proposent la même cuisine. Donc on avait ce double dilemme, voilà, de s'inscrire dans une restauration durable et en même temps proposer une programmation un petit peu plus sexy, attirante, et que ce soit voilà, au même niveau et compréhensible pour la clientèle qu'on a, qui est une clientèle de trentenaires, mais aussi une clientèle très jeune, voilà, clientèle Top Chef, TikTok, etc., de toute cette nouvelle génération. Donc essayer de concilier un peu la programmation avec des chefs étoilés que ma génération connaisse, des chefs cool, un peu équivalent fooding, mais aussi des nouveaux chefs, nouvelle génération, et aussi ceux qui sont en pointe sur la cuisine végétale, végane et végétarienne. Et justement, le fait d'aller chercher ces personnalités-là, qui étaient assez nouveaux finalement quand vous avez lancé la démarche sur We Love Green, comment ils ont réagi, ces restaurateurs, ces chefs, ces cuisiniers ? Au début, même pour nous, c'était super compliqué. Et l'idée qui est très rapidement arrivée, c'était de créer un appel à candidature et de fédérer un jury avec des professionnels reconnus de la cuisine. Ça nous permettait déjà d'avoir un temps fort de communication. Ça nous permettait de fédérer des gens compétents là-dedans, qui avaient, eux, toutes les compétences pour pouvoir sélectionner ces gens-là. Et ça nous permettait à nous aussi de toucher des restaurants potentiellement qu'on ne connaissait pas et auxquels on n'aurait jamais eu l'idée de contacter. Donc ça, c'est quelque chose qui perdure depuis 5 ans. Donc chaque année, voilà, c'est le lancement du projet, c'est le lancement de l'appel à candidature. Donc c'est un espèce de dossier en ligne où on présente tout le projet restauration, et surtout on présente notre cahier des charges, qui est un cahier des charges très très précis avec différents points, il y en a une quinzaine, que les restaurateurs doivent respecter pour participer au festival. Et ce cahier des charges, c'est vous qui l'avez mis en place ou vous vous êtes appuyé sur des... Alors à la base, on l'a mis en place nous. On s'est bien évidemment appuyé de plein d'organismes, d'associations et de gens compétents. C'est un cahier des charges qui est vivant, qui évolue chaque année parce qu'on fait des erreurs. On recule, on va en avant, on va en arrière. Et voilà, c'est un cahier des charges qui s'affine de plus en plus, qui devient de plus en plus cohérent, mais qui évolue aussi. Et la grosse problématique sur ce cahier des charges, parce que faire un cahier des charges, c'est très simple. Tout le monde peut faire un cahier des charges très exigeant. La problématique derrière, c'est le contrôle. Et c'est ça le gros problème. Et pour moi, le challenge, et je pense que ça l'est pour vous aussi, c'est... quand tu sélectionnes un restaurant et que tu fais du déclaratif, ça reste du déclaratif. Donc après, le restaurateur, il peut faire ce qu'il veut derrière. Et moi, pendant les 3 premières années, j'avais la casquette du bon flic et du mauvais flic. C'est-à-dire que j'approchais les restaurateurs, j'essayais de leur vendre le projet, de les faire venir sur le festival. Et de l'autre côté, j'étais là à les contrôler parce que c'est vraiment du contrôle. Et c'est des tâches qui ne sont pas très agréables, de leur demander leurs factures, leurs produits d'où ils viennent. Ils se sentent un petit peu traqués. Tu rentres quand même dans leur intimité de leur modèle économique, de plein de choses. Donc depuis 2 ans, on s'est associé avec Écotable, que vous devez connaître, qui est un organisme de contrôle et de labellisation pour les restaurants durables. C'est l'équivalent du Michelin pour les restaurants éco-responsables. Et Fanny nous accompagne là-dedans maintenant dans le contrôle. Et c'est la meilleure idée qu'on ait eue. Parce que moi, ça me décharge déjà. Ensuite, j'ai plus mauvais rôle. Et ensuite, il y a une personne dédiée et qui contrôle vraiment de façon assidue tout ce qu'on demande. Parce que moi, à l'époque, j'étais tout seul à l'époque pour le projet restauration. On a plus de 50 restaurants sur le festival. Donc, contrôler toutes les factures, tous les mails, les échanges pour tous les restaurants, c'est un travail titanesque.
On reviendra sur la réaction des publics et la compréhension des publics après, parce que je pense que c'est aussi la suite logique de toute cette démarche-là. Denis, toi, sur Ground Control, il s'est passé quelque chose au moment de l'ouverture de ce lieu-là. Oui, parce que nous, on n'était pas du tout spécialisés sur le sujet. On aimait bien manger, c'est tout. Et quand on a commencé Ground Control, c'était en 2014, on s'est installé à la Cité de la Mode et on avait un comptoir qui, grosso modo, produisait des hot dogs. Voilà. Et on s'est dit, évidemment, l'alimentation, c'est un élément de faire venir important. Et donc, quand on s'est déplacé pendant 2 saisons rue Ordonnaire dans le 18e, où on a fait Ground Control et Grand Train, on a ouvert plus de cuisines totalement de façon spontanée. On a fait venir nos potes, grosso modo, qui ont fait... il y avait 6-7 comptoirs culinaires. Et quand on est arrivé ici, on s'est dit non, il faut vraiment travailler l'offre, etc. Et c'est là qu'on s'est rencontrés pour travailler sur ce sujet, Mathilde, puisque je t'ai demandé à toi de nous aider à sourcer des acteurs indépendants qui étaient engagés sur une alimentation durable, etc., etc. Et très vite, nous, comme vous, on a fait venir Écotable parce qu'on c'était un label et qui nous permettait d'avoir une qualité, en tout cas de contrôler une forme de qualité pour tout le monde. Et c'est vrai que c'est plutôt assez reposant parce que c'est contractuel aujourd'hui. On était pour la plupart des cuisines Écotable niveau 1. Et là, on va passer niveau 2 parce qu'on se dote d'un outil de plonge qui nous permet justement de passer au niveau 2 minimum. Et ce qui est pour nous plutôt assez reposant parce que sont des acteurs qui sont parfaits pour cette chose-là. Alors oui, le contrôle existe, mais de toute façon, il faut que nous, en interne aussi, on puisse faire nos contrôles. Donc on a ici Baran qui est dans le public. Tous les gens qui sont dans le public ne travaillent pas à Ground Control, mais il y en a 2, pour que vous sachiez. Et Baran, lui est là pour accompagner les acteurs et faire en sorte de s'améliorer au quotidien, et notamment, et on en parlera sans doute tout à l'heure, dans la gestion des déchets. Oui, je vais revenir sur la partie offre réellement et peut-être me tourner vers Charles. Charles, est-ce que tu veux nous parler de comment justement chez HIT, chez Artifarty, nous expliquer aussi ce qu'est HIT peut-être en introduction, mais comment se fait la sélection des acteurs food et puis la petite particularité qui est que finalement vous êtes un peu entre le festival et un acteur comme Ground Control qui est plus avec des acteurs pérennes et un festival qui fait tourner les acteurs. Vous êtes un peu entre les deux. Oui, bonjour tout le monde. Donc HIT, c'est une hall à manger qui a été créée donc, par Artifarty et qui est un endroit qui justement va faire de la programmation culinaire, à même titre qu'on ferait de la programmation musicale ou de la programmation culturelle. On est un espace ouvert sur l'extérieur qui comprend 4 conteneurs réaménagés en cuisine et donc qui accueille des restaurateurs à la semaine. Donc on fait une programmation et chaque semaine on programme différents restaurateurs, toujours de la région lyonnaise. Donc ces restaurateurs, au final, ils vont former une communauté qu'on va appeler la communauté des restaurateurs, que nous, au pôle restauration, on a la charge d'animer et de faire travailler, de programmer, de faire vivre et d'accompagner. Et donc c'est vrai que par rapport pour revenir sur ce que tu disais sur un cahier des charges, etc., comment on fait ? Alors nous, on a cette petite facilité qui fait que si jamais on se trompe, si jamais il s'avère que ce qui a été dit n'est pas véridique, on peut tout simplement ne plus reprogrammer. Voilà, ça reste une semaine. Ceci dit, on fait quand même un travail de recherche en amont. Évidemment, on a un cahier des charges, donc pour le coup qu'on a fait nous-mêmes, un cahier des charges sur l'éco-responsabilité. Avec l'expérience, moi je trouve que en fait, une des solutions, c'est que on commence à voir et à comprendre rapidement les restaurateurs avec lesquels on va avoir envie de travailler. Déjà, c'est des restaurateurs qui, quand on va leur vendre notre projet et notre éthique, vont avoir un grand enthousiasme. Et on apprend un peu à lire sur, notamment aujourd'hui, tous les médias qu'ils ont, tous les réseaux sociaux, donc les Instagram, leur site web, leur page Facebook, etc.,
un restaurateur qui partage ces valeurs-là, qui souhaite une alimentation responsable et durable, il va la mettre en avant. Il va la mettre en avant, puis il va surtout mettre en avant les gens avec qui lui-même travaille. Il va mettre en avant les producteurs, il va mettre en avant ses fournisseurs, voire même les agriculteurs avec lesquels il va passer en direct. Donc ça, pour nous, c'est une clé de lecture. Voilà. Et puis comme on en discutait avec Mathilde, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on a un œil assez aguerri pour savoir que cuisine avec des produits frais faits maison ne veut plus dire grand-chose et souvent justement plutôt là pour faire passer la pilule d'autre chose. Donc voilà. Par contre, je rejoins totalement Thomas sur la notion de contrôle. Elle est extrêmement difficile. Elle est complexe parce que on peut, quand on a fait de la restauration, quand on vient de ce milieu-là, on sait aussi la difficulté que c'est au quotidien que de respecter cette charte. Donc il y a aussi des questions de voilà, qu'est-ce qu'on laisse passer, qu'est-ce qu'on laisse pas passer, qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que c'est le bio, est-ce que c'est le local, est-ce que le local prime sur le bio. Enfin, voilà, même nous, on se pose des questions éthiques et même nous, on a des débats là-dessus. Donc cette notion de contrôle, elle est complexe, mais au final, il y a aussi une question de relation pérenne avec les chefs, et c'est de se faire confiance et c'est de partager des idées. Une fois qu'on a ça, normalement, on travaille de commun accord et avec du bon sens. Et puis je termine juste sur le fait aussi que nous, on s'est dit, HIT, au départ, à sa création il y a 3 ans, n'était peut-être pas du tout aussi drastique sur le cahier des charges. Et on a aussi pour vocation d'accueillir des chefs qui débutent. Et on prend le parti pris de se dire que si ces chefs débutent et qu'on s'aperçoit que le cahier des charges n'est pas rempli, on peut leur dire, OK, si tu as une volonté d'aller vers ça, et dans ce cas-là, on va t'aider, on va t'accompagner. C'est-à-dire qu'on va te laisser venir parce que tu as besoin de développer économiquement ton entreprise, mais en contrepartie, on t'accompagne et au fur et à mesure, tu vas progresser sur ces questions-là. Et si tu as envie d'y aller, on va t'aider. Vincent, sur Oba, qui est, contrairement au projet dont on parle là, pas encore complètement lancé, qui ouvrira réellement au printemps. Comment toi tu as travaillé avec ton équipe sur justement la sélection des acteurs? Est-ce que vous avez mis en place une charte également? Comment vous calculez, vous évaluez l'impact que vos restaurateurs et que vos activités food vont avoir? Bonsoir. Donc effectivement, nous on est, en tout cas dans la partie Oba, qui est donc un lieu qui va ouvrir dans le 17e, dans un parc à Paris. On n'est pas encore en exploitation, on va ouvrir fin avril, début mai. Nous en fait, on aura donc un petit food court avec 5 résidents. Et effectivement, très tôt, on s'est fixé pour objectif de sélectionner ces résidents-là au travers de 2 principaux critères. Alors, bon, je vais citer un peu les mêmes noms, mais on a été accompagné pour ça par Écotable, mais aussi par un autre organisme qui s'appelle Bon pour le climat. Et en fait, ils nous ont aidés à y voir clair sur tous ces critères. Parce que c'est vrai que comme tu disais, on voit beaucoup d'affichage aujourd'hui du maison, du local, du frais, du machin, du bio, du végé. On est un peu tous paumés là-dedans. Et Bon pour le climat, par exemple, nous a fait prendre conscience que un des critères qui était peut-être celui le plus objectif, c'était le calcul du poids carbone des plats, puisque quelque part c'est un critère qui est entre guillemets un peu imparable, puisque pour influencer le poids carbone, il faut jouer sur tous ces critères de saisonnalité, d'origine, de label, de poids, de part de protéines animales, etc. Donc nous en fait on a rédigé une charte à destination de ces résidents, mais qui se résume en fait en 2 points. Le premier point, c'est donc de calculer systématiquement toutes les recettes qui vont servir, et on s'est fixé en fait un seuil à ne pas dépasser, qui est un seuil de 2 kg de CO2 pour un plat. Pour vous donner un repère, un repas moyen en France, c'est plutôt 5 kg. Un Big Mac, c'est 9 kg. Donc du coup, on se donne quand même un objectif qui est assez bas, mais qui reste relativement atteignable. Vous êtes sur la cuisine végétarienne? Beaucoup. Il n'y aura pas du tout de bœuf, par exemple. Il y aura très peu de viande rouge. Quand il y aura des protéines animales, ce sera essentiellement du poisson et plutôt du poulet. Et encore, on a expérimenté, par exemple l'été dernier, puisqu'on avait pré-exploité ce lieu de façon un peu éphémère, et on a expérimenté une offre 100% végétale, végétarienne, pas végétale, et ça a très bien fonctionné. Et pour le coup, pareil, quand on mettait ça au crible du calculateur, on était très bon.
donc, ouais, ce premier critère qui est vraiment le poids carbone. Le deuxième, c'est la question des déchets. Parce que c'est vrai que ça pèse aussi lourd dans le bilan. Et donc, très vite, on s'est dit qu'il fallait faire la chasse aux contenants jetables. C'est un gros enjeu dans tous nos lieux festivals. C'est que ça génère énormément de déchets, la vente à emporter. Et donc là, on va travailler la question de contenants consignés. Il y a de plus en plus d'acteurs là qui s'y remettent. Et donc, ça va être un vrai challenge. Et on vise aussi à une certification écotable. Alors certains de nos résidents le sont déjà, mais nous on aimerait bien effectivement pouvoir l'être aussi en tant que lieu. Je vais revenir sur les déchets juste après, mais ce que je voulais savoir sur... là, on parle beaucoup des critères de sélection, de la charte, etc. Qu'en est-il en fait de l'offre culinaire à proprement parler ? C'est-à-dire ce qu'on entend souvent dans des lieux de sortie, des lieux de concert, etc., c'est que les gens, et finalement, ils attendent des choses assez roboratives, toujours la même chose, de la pizza, du burger, pour ne pas les citer. Est-ce que dans vos démarches, il y a justement la volonté de proposer autre chose ? Et cette volonté, est-ce qu'elle va au-delà de la volonté ? Est-ce que vous y arrivez ? Est-ce que le public est réceptif à ça ? Charles, je ne sais pas si tu peux commencer. Oui, donc oui, on se questionne là-dessus et donc on a pris des décisions un petit peu drastiques sur certains de nos lieux et événements, notamment les nuits sonores qui, depuis l'année dernière, l'offre food est 100% végétarienne. Donc ça, c'était un pari, un pari un peu, enfin une décision un peu drastique. Parce qu'on le sait sur l'expérience des tiers-lieux, des food courts et des endroits où il y a différentes cuisines, la concurrence est très rude. Et c'était aussi pour pallier à ça. C'est-à-dire que plutôt que de mettre 4 restaurateurs, dont un burger, qui, on sait, va absorber toutes les ventes parce qu'on est sur un festival, parce qu'on cherche justement de la cuisine, comme tu dis, robot... Non, je ne vais pas le dire. Je vais pas le dire. Mais voilà, de la cuisine qui nourrit bien. On va aller tout de suite vers ces choses-là. Donc on s'est dit, on va partir sur du 100% végé. Tout le monde sera sur un pied d'égalité. Ça a franchement remporté un franc succès. Et donc suite à ça, idem pour notre club qui est le Sucre. Ou qui est lui un conteneur food. Et on fait de la programmation les dimanches sur les Sunset Society puisque c'est plutôt diurne. Et là, c'est pareil, l'offre est 100% végétarienne systématiquement. Et donc on travaille là-dessus. Et puis on y ajoute, je sais que c'est toujours pas la question des déchets, mais justement on en profite pour se dire ça aussi. L'offre au sucre, elle doit être de la finger food. Finger food qui veut dire qu'on va pas avoir de plateau à jeter, de couverts, etc. Il faut que ça se mange facilement, il faut que ça se mange avec, comme notre responsable de bar adore le dire, de la nourriture dans une main, le verre de bière dans l'autre, et on danse avec les jambes. Donc comme ça, c'est pratique, on n'a pas besoin de table, on n'a pas besoin de s'asseoir, etc. Merveilleux. Thomas, peut-être que du coup... Alors, la question de cuisine végétarienne, vegan, nous, c'est un gros sujet chez We Love Green et on nous taxe souvent de pas l'avoir été et de pas le faire. Nous, on a un peu tiraillé, on a un peu un grand écart parce que on fait de la cuisine durable, c'est l'un des premiers critères, mais nous aussi, ce qu'on veut mettre en avant, c'est les profils, les différents types de cuisine, la créativité et le goût. Donc on se positionne un petit peu comme un festival de cuisine, entre guillemets. Donc c'est très important aussi pour nous d'avoir des offres très qualitatives, variées, recherchées et originales. Et on a quand même vite constaté, et je pense que tout le monde le constate ici, la culture végétarienne, végane en France, elle est quand même au ralenti. On a un peu du mal à prendre le pas. Est-ce que c'est une question de génération aussi ? J'ai l'impression qu'il y a une question de génération parce qu'il y a beaucoup de nouvelles générations, les jeunes aujourd'hui, qui n'ont aucun problème avec la cuisine végétarienne. Mais j'ai l'impression que pendant très longtemps, la cuisine végétarienne en France, à Paris, c'était du cru, c'était des salades, ou c'était recréer des plats avec des protéines animales, avec des ersatz de steak, de saucisses, etc. Ça, pour moi, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, sur We Love Green, nous, on interdit les Beyond Meat, les choses comme ça, parce que pour nous, remplacer de la viande par des produits ultra processés... C'est vraiment interdit, c'est-à-dire que... Interdit. Okay. Qui sont faits avec du cracking alimentaire, c'est de la monoculture de soja en Amérique du Sud, etc. Enfin, c'est terrible. Et donc, j'avais l'impression qu'il manquait quand même une certaine énergie, qu'il n'y avait pas une vraie cuisine originale, créative, végétarienne. C'est en train d'arriver. Et nous, on a le gros problème de, bien évidemment, nous, on a 50% de restaurants végétariens et le reste qui propose des protéines animales. Et tous les restaurants sont obligés
quand ils ne sont pas végétariens, de proposer, s'ils proposent 2 recettes avec des protéines animales, ils doivent proposer 2 recettes végétariennes. Mais la problématique, c'est que la concurrence est déloyale, comme il a dit très justement, et que s'il y a un restaurant de burger et à côté même une cuisine végétarienne extraordinaire, c'est le burger qui va vendre le plus. On voulait passer 100% végétarien cette année. On s'y est pris un peu tard. Nous, on a 55 restaurants sur le festival. Donc c'est énorme. Et c'est très très dur Enfin, ça va demander un travail énorme parce qu'on va devoir prendre les restaurants avec nous, les accompagner, les suivre. Ça va demander beaucoup de travail pour essayer de garder le même niveau de qualité de cuisine et de style de cuisine différent tout en étant vegan ou végétarien. Donc c'est un vrai sujet. On a créé un nouvel espace cette année, enfin qu'on va lancer, qui est un espace qui va être un peu dédié à des chefs profil gastronomique étoilés. Et en fait, on va ouvrir le bal avec cet espace-là et on va demander un peu aux chefs d'ouvrir la porte, de montrer l'exemple. Et cet espace va être 100% végétarien cette année. Super. Voilà. Denis, Grande Contrôle, c'est les pizzas et les burgers. Alors, pizza, burger, oui, ça, on y est toujours. Cela dit, nous, on essaye de faire découvrir des nouvelles cuisines, etc. On a la chance d'avoir les Refugee Food qui sont chez nous. Et finalement, on s'aperçoit que... Refugee Food, hein, c'est le restaurant du Refugee Food Festival, qui s'appelle Refugee Food maintenant, et qui travaillait avec des chefs en résidence, en situation d'exil. En insertion. Et en insertion. Et donc, eux viennent avec leur cuisine, avec leur culture, avec leur goût, etc. Et ce qu'on voit quand même dans les chiffres, c'est qu'effectivement, au début, on était très frites, burgers et pizza, et que finalement, ça se rééquilibre. Et que le public qui revient va découvrir autre chose et vient aussi pour autre chose. On essaie de faire le pari de la découverte quand c'est possible. Il y a un enjeu aussi dans les food courts, c'est qu'une fois qu'ils sont installés, ils sont installés. Et, contrairement à vous, vous les faites tourner, nous, une fois qu'ils sont installés, ils sont installés. Donc on essaye aussi de créer la nouveauté avec eux, et puis on les fait tourner aussi assez régulièrement. Donc ça, c'est des histoires de contrat, mais je pense que c'est important pour renouveler l'intérêt, et puis pour aussi qu'il y ait une forme d'émulation entre les différents acteurs. Voilà. Et du coup, il y a une recherche en fait qui est faite justement d'aller chercher ou d'aller accompagner, par exemple, comme Charles le disait, des restaurateurs pour les faire évoluer sur leur offre. C'est ce qu'on fait régulièrement avec Baran, toi notamment Mathilde. On essaye de les amener à travailler à la fois sur le goût, sur la spécificité de leurs produits, sur l'offre-prix aussi, parce qu'on peut être vite très cher, surtout quand on est bio, etc. Voilà, donc c'est un enjeu quotidien, ça ne s'arrête jamais en fait. Vincent, tu veux dire un mot justement sur la recherche peut-être aussi des acteurs que vous avez fait. Il y en a 5, c'est ça, tu disais? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a une volonté de diversité, de renouvellement de l'offre aussi? Ouais, donc effectivement 5 futurs chefs résidents. Nous, on voulait on est donc dans un parc, dans un quartier où il y a beaucoup de nouveaux habitants et beaucoup de travailleurs aussi. On est à proximité du tribunal de grande instance, des endroits qui vont brasser beaucoup de gens qui viennent bosser. Donc on voulait à la fois avoir une offre effectivement qui se mange rapidement, donc style sandwich, street food, et aussi des choses qu'on puisse consommer vraiment en s'asseyant avec du plat, avec des choses un peu plus complètes. Dans la sélection, on avait aussi envie d'avoir des profils effectivement de gens déjà très installés, des gens qui gèrent déjà des cuisines à Paris. Par exemple, on va avoir les équipes de Mouflet qui du coup gèrent notamment la cuisine du Point Éphémère. Des gens qui sont des traiteurs, donc ont déjà une activité hyper rodée. Et à côté de ça, des plus petits acteurs, et notamment un chef qui fait des ramen et qui en fait est un voisin du lieu. Lui, il s'est formé au Japon, c'est un gros fanatique de ramen, et il a juste expérimenté sa cuisine de manière très éphémère l'année dernière. Et en fait, on s'est rencontrés, il y a eu un super feeling humain, parce que ça, pour nous, c'est toujours... je dirais que c'est même le critère numéro 2, c'est après le goût, c'est le feeling humain. Et on a eu un très bon feeling avec eux. Et donc voilà, on prend aussi entre guillemets un petit risque parce qu'ils n'ont jamais géré de cuisine comme ça permanente. Mais on s'est dit que ça valait peut-être le coup aussi de donner sa chance aussi à des acteurs un peu plus en développement, quoi, on va dire ça comme ça. Et c'est d'ailleurs, là je reprends ma casquette Grande Contrôle, mais c'est un peu la démarche qu'il y a eu à Grande Contrôle aussi ici quand on a démarré, c'est-à-dire qu'en fait on a fait un mix à peu près 50-50 de restaurateurs déjà installés, qui avaient fait leurs preuves, etc., pour assurer aussi une forme de savoir-faire qui est hyper important dans des lieux comme ceux-là, qui quand même accueillent un public
relativement nombreux et qui demandent que les restaurateurs soient en mesure de fournir, en fait, de délivrer des quantités, de la qualité, etc. Donc ça demande quand même de sécuriser aussi les choses avec des gens qui savent faire, c'est le métier. Et puis les 50% d'acteurs qu'on avait sélectionnés, c'était des gens qui étaient des porteurs de projets, donc qui voulaient se lancer, qui voulaient aussi tester en fait leurs projets. Et je crois qu'un des rôles aussi d'acteurs comme les nôtres, de lieux, etc., c'est de permettre à des gens qui veulent se lancer dans la restauration de pouvoir s'essayer avec finalement une prise de risque qui est moindre que s'ils avaient à ouvrir leur restaurant en propre. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est hyper intéressant quand on est justement un acteur culturel, quand on est là pour aussi faire en sorte d'être un peu finalement des fenêtres d'expression et de laboratoires aussi d'expérimentation, de pouvoir donner leur chance à des acteurs et de pouvoir soit les accompagner sur la durée, soit en tout cas permettre à ce qu'ils démarrent. Nous, on a des restaurateurs qui sont partis depuis, qui ont ouvert leur restaurant. Et ça, c'est hyper important, je pense, que dans la démarche. J'en viens à la question des déchets. Je ne sais plus, je crois que c'est toi, Thomas, qui me disait, ou Vincent, que les festivals ou les lieux étaient un peu des fabriques à déchets. C'est vrai que c'est un énorme problème, en fait, sur la restauration. Comment on gère en fait tout ça c'est d'autant plus un problème que c'est pas forcément uniquement la responsabilité des acteurs, c'est aussi tout un écosystème et des solutions de gestion des déchets après nous en fait finalement, donc qui sont mis en place par les municipalités, etc. Comment les uns les autres, en fait, où est-ce que vous en êtes de cette gestion des déchets? On sait que le plastique va de toute façon bientôt être interdit, donc le plastique à usage unique va bientôt être interdit, donc c'est un peu une obligation pour tous les acteurs aussi de s'en séparer. C'est quoi les alternatives? Nous, alors je le sais, on est en train d'ouvrir une plonge, donc qui va nous permettre à Ground Control de supprimer complètement le jetable, ce qui est un énorme changement pour nous. Pour les autres, Charles, comment ça se passe à HIT et puis sur Nuit Sonore? Oui, c'est un énorme sujet, c'est un sujet de préoccupation, je pense, bien en amont de l'ouverture et qui existe encore aujourd'hui. Donc nous, pour l'instant, sur HIT, on fonctionne encore avec du jetable ou du moins du recyclable. On exclut le plastique à proprement parler. Maintenant, sur les contenants alimentaires, c'est compliqué. On sait tous que tout n'est pas recyclable, etc. Il faut prendre en compte, je pense, dans cette question, tous les acteurs concernés. Donc le lieu, nous, le restaurateur qui va venir avec ses emballages, et puis le public, la clientèle, qui va devoir effectuer un tri. Où on en est à la même réflexion que vous tous, c'est-à-dire il faut qu'on arrête le jetable, il faut qu'on l'arrête vite. Parce que c'est pas envisageable de continuer avec ces kilos de déchets journaliers. La question elle est complexe, vous le savez, vous avez fait un choix qui est très bien, celui de la plonge, de laver sa vaisselle. Nous, c'est un petit peu plus complexe chez nous pour mettre ça en place. Du coup, tu en as parlé tout à l'heure, mais aujourd'hui, il y a plein d'acteurs qui proposent des solutions. Donc, on est en train de se faire accompagner par Daba, qui est une des sociétés qui, justement, travaille sur la consigne. Ils ont commencé à travailler sur la consigne pour la vente à emporter chez les restaurants classiques. On a un petit peu déconstruit leur offre et puis on est en train de faire quelque chose avec eux où finalement ça serait presque des prestataires qui laveraient de la vaisselle pour nous, qui seraient en communication avec chaque restaurateur, qui choisiraient leur contenant, ça serait livré le matin, récupéré, échangé contre du propre, etc. Aujourd'hui, on se dit que quelque part on est obligé, nous, pour une réalité de terrain, économique, etc., d'externaliser cette solution. Voilà, on est en plein dans la... J'ai une question, pourquoi pas l'internaliser, d'avoir votre propre système de plonge? Parce que c'est une question de place. Encore une fois, on est un lieu ouvert sur l'extérieur, on a quasiment pas de place intérieure. On a quand même fait un investissement, on fait des travaux dans un labo qu'on va bientôt ouvrir qui va servir de bar à vin avec sanguin, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Et là, on a investi dans une plonge. Mais la place qu'on a n'est pas du tout celle que vous avez. Donc cette plonge, on l'imagine pour éventuellement laver des couverts qu'on a déjà achetés, parce qu'on se disait que c'était la première étape, déjà arrêter les couverts jetables. On pense qu'il faut être beaucoup plus radical et y aller beaucoup plus vite. Donc voilà. Et où est-ce qu'on en est? Justement, du 7 au 13 mars prochain, on organise une semaine durable où il y aura Écotable avec une table ronde, tous ces acteurs dont on parle. Et ça va être l'occasion pour nous de l'expérimenter parce que c'est quelque chose de complexe qui change toutes les habitudes de tout le monde. Donc il faut qu'on voit comment les restaurateurs vont s'adapter, comment nous on va s'adapter et comment la clientèle va s'adapter. Donc on y va vite, mais ça prend du temps. Vincent? Oui.
Nous, on a essayé un truc l'été dernier avec Réconcile, qui est un autre acteur de la consigne, du contenant consigné. Et c'est marrant parce qu'on a eu, on s'est frotté à des retours clients assez durs. On va dire que on est quand même tous baignés de cette culture un peu de la food Instagram, du truc qui doit être hyper photogénique. Et c'est sûr que quand tu sers, je sais pas, un bowl végétarien hyper coloré dans une barquette en plastique consignée, ça coinçait un petit peu. Donc ça, je sais que ça peut être un peu un enjeu pour nous qui essayons de mettre du contenant consigné. C'est que malheureusement, il faut quand même que ce soit un tant soit peu, que ça mette en valeur quand même ce qu'il y a dedans. Parce que sinon, ça peut vite ressembler à un vieux Tupperware qui est pas très sexy, quoi. Et donc là, on discute nous avec un autre organisme qui s'appelle Bearpack et qui essaye justement d'imaginer des contenants qui sont un petit peu plus joli et un peu plus éco-sourcé aussi, parce que pour sortir du plastique qui serait pas à usage unique, mais voilà, je trouve qu'il y a cet enjeu-là aussi qui est à prendre en compte. Denis, tu voulais réagir là-dessus? Non, mais justement sur la problématique de contenant, il y a Fanny qui nous a rejoint là, la troisième personne. Et en gros, le contenant aujourd'hui plastique, ça marche pas. Enfin, c'est en termes de qualité, d'offres, même s'il est recyclé, lavé, etc., ça marche pas. Nous, on n'a pas encore fait. Hein, on va faire dans quelques jours. Aujourd'hui, on fait nos lavages de verre avec notre machine et notre machine va pouvoir accepter la vaisselle. Et ça a été un enfer de trouver la bonne vaisselle qui va bien, qui casse pas et qui est pas trop moche, etc. Là, on part sur de l'émaillé en grande partie. On va voir, parce qu'il peut y avoir des bunes, ça peut vite devenir assez dégueulasse, mais en tout cas, c'est un truc assez fou, quoi. C'est très compliqué. Et comment vous gérez le take-away, vraiment des gens qui veulent partir avec leur plat? Il n'y a pas trop de take-away ici. Non, on a quasiment rien. Les gens ne viennent pas ici pour aller chercher à manger et repartir. Comment ça se passe, Thomas, sur We Love? Alors nous, sur We Love, c'est une grosse problématique, pareil que vous tous. Nous, on travaille avec de la vaisselle jetable, 100% compostable. Donc on travaille avec un seul prestataire qui nous suit depuis le début, qui est un prestataire qui est imposé au restaurant. Nous, on fait la sélection en amont. Au début, on avait une sélection comme tous les trucs compostables, matériaux naturels. Tout venait de très loin au début. Tout était fabriqué en Asie, globalement. Donc il y avait une espèce de contradiction à utiliser des trucs compostables mais qui venaient en bateau ou en avion d'Asie. Donc au final on a resserré tous les contenants viennent tous d'Europe, mais on est toujours sur du jetable, du compostable. Nous on a un flux de traitement de compost parce que on a beaucoup travaillé là-dessus et il y a plein de restaurants qui utilisent des contenants compostables, mais si le contenant compostable il n'est pas composté, c'est pire que tout. S'il est mis dans une poubelle normale et qu'il n'y a pas le flux, le bon flux derrière, ça sert à rien, c'est limite pire que du plastique. Donc il y avait cette problématique-là. Ensuite, on avait des contenants compostables qui ressemblaient à du plastique, le PLA, les trucs transparents. Ça, sur les chaînes de tri, c'est considéré comme du plastique, donc c'est éliminé immédiatement. Donc on a éliminé tout ce qui ressemblait à du plastique. Donc on a gardé les trucs qui ressemblent cartonné, craft, qui ressemblent à des matières naturelles. Donc on est toujours là-dedans. Bien évidemment, depuis 3 ans maintenant, on essaye de penser à mettre en place les mêmes systèmes que vous, de consignes. Mais nous, We Love Green, c'est 100 000 plats en 2 jours. On a vu plein de prestataires. Les boîtes sont pas très jolies. Elles sont pas encore super adaptées à tous les types de cuisine. Elles ne s'emboîtent pas, elles sont pas gerbables. Donc nous, stocker 100 000 plats, mais c'est ingérable à date. Donc là, pour le moment, on continue sur la vaisselle jetable et compostable. Nous, on a question sur la vaisselle compostable, parce que nous, on achetait aussi du carton compostable, etc., mais rentrait pas dans les chaînes de compost. Vous, on fonctionne avec Moulineau, qui nous dit, moi, ça rentre pas dans mes chaînes de compost. Donc, les déchets alimentaires d'un côté et le reste en jetable tout venant. Comment vous avez géré ça ? On a eu à peu près les mêmes problématiques. Il y a des produits qui rentrent, des produits qui rentrent pas. Et en fait, chaque année, ils nous disent ok, votre mélange, il y a trop de serviettes, ou votre mélange, il y a trop de ça. Parce que le truc avec le compost, c'est qu'il faut réussir à faire un mélange homogène, cohérent, pour que ce soit méthanisé correctement. Et donc, il faut essayer de répartir dans les poubelles les serviettes, les contenants, etc. Enfin, c'est un calvaire.
là, on est en train de changer de prestataire. Je vais pas te dire de bêtises, j'ai plus le nom, mais je pourrais te le dire. Et donc cette année, on va essayer d'expérimenter le modèle de contenant réutilisable, lavable, un peu comme les EcoCups, comme ça, mais sur des zones où on vend un peu moins, c'est-à-dire le VIP, où on n'a que 2 points de restauration, et le nouvel espace où on va voir les chefs, où il y aura que 6 points de restauration. Parce que même encore à date, je vois pas comment sur un food court de 50 restaurants avec autant de débit, on peut gérer les contenants. On a aussi émis l'idée de potentiellement proposer aux gens de venir avec leurs propres contenants, mais ça me semble plutôt utopiste dans un festival de musique où les gens boivent et font la fête. Je sais qu'il y avait une association dont j'ai oublié le nom tout de suite qui s'est lancée pour développer en fait justement ces usages et ces réflexes de la part des publics. Comment ils réagissent les publics justement D'une part, ce qui m'intéresse, c'est par rapport sur l'offre déjà, quand vous arrivez. Alors tout à l'heure, vous parliez de l'offre végétale qui était quelque chose qui était extrêmement bien accueilli, à peu près, en tout cas. Mais surtout ce qui est un peu plus contraignant, de tri des déchets, de pourquoi on fait ça et pas autrement, etc. Est-ce que les gens comprennent? Est-ce qu'ils adhèrent? Est-ce qu'ils se comportent comme il faut? Comment ça se passe en fait dans vos lieux? C'est encore une question difficile. Nous, on constate chez HIT, et puis je parlerai des nuits sonores après, mais Unis Paris, c'est déjà une très bonne volonté sur le début. Donc évidemment, je pense que comme tout le monde, on se triture la tête pendant des mois pour faire les dessertes et les centrales de tri les plus évoluées possibles. Ça ne marche jamais, ça ne fonctionne jamais complètement. Il y a toujours un petit mot qui pourrait laisser penser que, etc. Bon, ça passe, il faut de la volonté de la part du public. On a un public le soir et le week-end plutôt jeune, assez festif, etc., qui fait très attention à ça. On les voit passer du temps devant les dessertes, à jeter les contenants alimentaires là où il faut, etc., etc. C'est encore les jeunes qui sont les bonnes élèves, alors c'est ça que tu veux dire? Eh bien oui, parce qu'on a une cantine du midi qui est régulière, extrêmement régulière. C'est quasiment toujours les mêmes personnes tous les midis. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Là, on se rend compte qu'il faut refaire des points de médiation systématiquement. Donc la réceptivité de la clientèle, elle est enfin, voilà. Moi, ça dépend aussi de la typologie de la clientèle. Est-ce que c'est une clientèle ponctuelle qui est là comme ça occasionnellement, qui sensibilisée aussi de par d'où elle vient, ou une clientèle d'habitués qui du coup investit le lieu et se sent bizarrement comme à la maison, mais avec ses mauvaises habitudes. Donc voilà, pour moi la solution c'est la médiation. Donc sur les nuits sonores justement, qu'est-ce qui se passe? Là on a une telle ampleur et un tel débit que évidemment on s'accompagne d'une association qui s'appelle Aremax et qui gère toute la gestion des déchets sur site. Donc qui installe toutes les poubelles qu'il faut et qui a une armée de bénévoles qui est là pour expliquer aux gens. Donc chose qu'on essaye de faire régulièrement à notre échelle à HIT, se reposter devant les dessertes et puis faire de la pédagogie. Mais c'est vrai qu'il y a finalement, on pourrait se dire que depuis le temps, etc., il y a vraiment des habitudes qui rentrent. Mais c'est pas si évident que ça. Donc à nous de mettre en place les systèmes les mieux adaptés, les plus parlants, et la pédagogie. Et sur les contenants, le jour où on va changer nos contenants, tu as raison, il y a quelque chose de... Déjà, les chefs vont se heurter, ah oui, mais moi, mon entrée là-dedans, elle va pas être jolie. Bon, la question, c'est, voilà, qu'est-ce enfin, c'est une vraie question. La culture food, c'est aussi de l'esthétique, on le sait tous. Donc, comment ça se passe? Et puis, le monsieur qui fait des pizzas, là, le contenant en verre Duralex, ça passe pas. Donc, enfin, voilà, il y a plein de questions. Je pense que la clientèle, nous, on le voit, parce que cette semaine, particulièrement, on accueille Capucine et Gaston, qui est un super projet d'insertion de personnes en situation de handicap à travers la restauration. Et ils travaillent uniquement avec des bocaux. Donc c'est très simple, c'est que des bocaux, entrée, plat, dessert, et on a des super retours, et pourtant c'est vrai que quand on ouvre le bocal, ça ressemble plus à des raviolis en boîte qu'à un maison 3 étoiles, mais c'est très bon, et les retours sont bons. Donc je pense qu'il faut... Ouais, c'est en verre, oui bien sûr, des bocaux en verre. Donc je pense qu'il ne faut pas que nous on hésite à y aller frontalement et à imposer un petit peu. Parce que si on fait attention à toutes les petites demandes de chacun, etc., c'est un peu plus compliqué.
Thomas, sur We Love, pareil, vous avez des solutions de médiation comme ça, portées par des assos? Complètement. Ouais. On a un pôle qui est dédié au traitement des déchets. On a un nombre infini de différents flux qui sont traités sur le festival. Pareil, on a beaucoup de bénévoles qui aident les gens à s'orienter, etc. Moi, il y a une problématique que j'ai identifiée, que tout le monde a pu identifier, c'est la complexité des différentes poubelles. Et je pense que tant qu'il y aura cette problématique de faire un choix entre 4 poubelles avec des couleurs différentes, il y aura des soucis. C'est ça qu'il faut supprimer, en fait, j'ai l'impression. Il faut essayer, en ayant des contenants réutilisables, etc. C'est ça qui va changer le truc, parce que nous, dans un festival de musique, les gens boivent, donc jusqu'à une certaine heure, les gens font attention. Après, il fait nuit, on voit plus les poubelles, les gens sont alcoolisés, ça sort un petit peu de la tête. Donc au bout d'un moment, les gens font moins attention. Même s'il y a les bénévoles qui sont là, qui font un travail fantastique pour retrier, réouvrir les poubelles, réorienter les festivaliers, etc. Ça reste un souci, quoi. On a beaucoup parlé de... Je voulais juste faire une petite parenthèse sur... On a beaucoup parlé d'alimentation, mais on n'a pas parlé de boissons. Et en fait, la bière et le festival sont quand même assez inséparables. Mais au-delà de la bière, il y a d'autres typologies de boissons. Est-ce que ce travail-là de sourcing, de qualité, de vigilance, vous l'avez également sur les boissons? Nous, on l'a sur We Love Green, mais vous connaissez le modèle économique d'un festival et des acteurs culturels. On fonctionne beaucoup avec des partenariats. Donc il faut savoir jongler et faire le grand écart, encore une fois, entre des grosses institutions, des gros alcooliers et de la programmation un petit peu plus de niche. Donc ça, c'est vraiment nous, chez We Love Green, en tout cas, on sépare ça complètement. Il y a la programmation des bars. Donc nous, on travaille avec Heineken depuis très longtemps. Donc c'est eux qui gèrent les bars. Donc on continue à travailler avec des gros brasseurs comme ça, parce qu'on sert des... je pourrais pas vous dire les quantités de bière. Mais à côté de ça, on vient quand même plugger de la programmation vachement plus ciblée. On a un bar à vin nature avec soif, donc suppression des bouteilles, c'est du vin nature en fût. On a aussi des bars à bière artisanale, on a un bar à saké. On essaye de venir, en plus des gros bars à bière, de venir implémenter de la programmation comme on ferait de la programmation culinaire, mais pareil pour les boissons. Denis, tu veux peut-être... Comment ça se passe justement, Grande Contrôle? Il y a eu des décisions un peu radicales. Nous, on a viré Cronenbourg, Heineken, ils sont jamais venus, mais donc on est parti sur des acteurs un peu plus indépendants, des affaires de famille, on va dire. Donc aujourd'hui, on essaie Météor, et après, aujourd'hui, on essaie de rentrer sur de l'artisanal et du local au maximum, et ça marche. Alors ils ne payent pas de la même façon. C'est sûr que les grosses marques viennent avec des moyens et du sponsor, mais bon, nous, on a réussi à les virer. Et sur les autres boissons, tout ce qui est grosses marques, on les a sortis aussi. On part plutôt sur des petits acteurs, artisans ou petits faiseurs. Et avec des choix par exemple, est-ce qu'il y a des alcools comme sur We Love, ou qui sont peut-être plus travaillés que d'autres? Alors vin nature aussi, on a un bar à vin nature, et après des alcools les plus... On n'est pas avec les grands distributeurs aujourd'hui, donc on n'est plus avec les grands distributeurs. Donc voilà, donc c'est un travail au quotidien où on en sort, on en rentre régulièrement, mais il y a un travail assez exigeant là-dessus, parce que nos bars... c'est quand même ce qui nous ramène de l'argent et qui nous permet aussi de faire ce qu'on fait autour. Donc, Je voulais juste intervenir sur un truc, c'est sur la question des boissons. Finalement, c'est la question des déchets aussi, parce effectivement, il y a la question du sourcing des produits. Malheureusement, quand on doit effectivement travailler avec des grands acteurs industriels, ça coince un peu en termes de bilan carbone, etc. Mais parfois, on n'a pas le choix, effectivement, pour des questions économiques. Mais par contre, il y a plein d'initiatives aujourd'hui qui font la chasse en fait aux contenants jetables aussi pour les boissons. Je pense à des acteurs comme Club Maté qui maintenant sont distribués dans plein de lieux et qui font figure un peu d'étendard pour essayer de régénéraliser la consigne dans les bars, ce qui en fait existait depuis toujours. Nous, on discute avec un acteur intéressant sur le vin qui s'appelle OE, qui est en fait un regroupement de petits viticulteurs certifiés bio et qui ne travaillent qu'avec de la bouteille consignée. Et donc, ils recréent en fait une chaîne de distribution du lieu de production au lieu de consommation, etc.
Et je pense que ça, c'est un vrai enjeu parce que le verre, on parle souvent des déchets plastiques, etc. Mais en fait, le verre en lui-même, c'est un déchet qui est très énergivore. Ne serait-ce que le recycler, ça demande une quantité astronomique d'énergie, etc. Donc, et on en consomme beaucoup. Nous, une fois de plus, l'été dernier, là, sur Oba, on avait vraiment fait la chasse à tous les déchets. Mais en fait, il nous restait que du verre et on a rempli des containers de verre. C'était déprimant, quoi. Parce qu'en plus, on vendait beaucoup de petites bouteilles, les Charity, etc., Limonade, enfin toutes ces marques-là, qui sont en soi des produits sourcés intéressants, mais qui, en termes de déchets, sont pas. Alors, complètement. Il y a les Alors qu'en fait, quand on regarde il y a les distributeurs qui ouais, commencent à réfléchir là-dessus. On réfléchit notamment avec OBD pour qu'ils récupèrent nos verres, puisque les camions repartent à vide. Donc ils récupéreraient nos verres et repartiraient avec nos verres. Après, il y a une grosse partie des verres qui repassent à la casse et qui sont refondus, donc bilan carbone assez dégueulasse. Mais on pourrait aussi évoquer la problématique des transports aussi. Et avec OBD, on fait un test où les boissons sont acheminées par la Seine et ensuite c'est camions électriques qui viennent nous livrer. Et on fait un test à partir de mars, pendant une semaine, pour voir un peu comment ça se passe. Alors le temps file, on arrive bientôt à la fin de la table ronde. Ce qui m'amusait tout à l'heure en vous écoutant, c'est que je me disais, là, je suis face à des acteurs culturels, mais en fait ils sont en train de nous parler de trucs très 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 techniques qui n'ont absolument rien à voir avec la culture, et je me disais, waouh, c'est quand même un métier. Mais au-delà de ces sujets-là, je reviens un peu sur l'introduction, sur le fameux rapport du Shift Project, qui parle de l'importance en fait de cet impact sur l'environnement, mais qui parle aussi d'une autre chose au niveau de la culture, c'est de cette responsabilité en fait que peuvent avoir les acteurs culturels sur l'accompagnement des transformations sociales et des usages et des habitudes, etc. Et là, j'ai envie de vous interroger justement plutôt sur le volet, cet aspect-là, culture au sens propre, et notamment pour ceux qui sont en train de travailler sur des lieux spécifiques, ce qui est quand même assez nouveau, de lieux culturels dédiés à l'alimentation. C'est le cas de Oba, c'est le cas de la future Aldédoc à Saint-Ouen. En fait, dans votre réflexion, en fait, qu'est-ce qui est arrivé pour vous dire finalement on va faire un lien direct entre culture et food, et on va en faire un lieu? Alors nous, de toute façon, on n'envisageait pas de monter un lieu sans qu'il y ait effectivement un volet culturel artistique, parce qu'en fait, à la base, tout simplement, c'est de là qu'on vient, nous. Et donc c'est ce qui nous anime au quotidien, de programmer du contenu. On s'est dit que la nourriture, en fait, ça brassait tous les prismes et tous les sujets de société, que ce soit des sujets politiques, des sujets sociaux, des sujets économiques, environnementaux, etc. Donc on s'est dit qu'il y avait quand même là un vivier de sujets hyper intéressants à traiter en programmation et qui pouvaient revêtir des formes hyper différentes entre une conférence, un talk comme on fait ici, mais aussi, pourquoi pas, des cours de cuisine, bien sûr, des animations, des contenus plus joyeux et ludiques, etc., etc. Donc en fait, nous, on travaille effectivement sur une programmation à l'année, parce qu'on a un vrai enjeu à faire en sorte qu'on soit un lieu de destination, donc que les gens viennent aussi pour la programmation. Mais on va parler alimentation, mais pas que en se disant, je sais pas, on fait un cours de comment apprendre à faire ses macarons, quoi. Ça va surtout être comment parler de société au travers du prisme de la nourriture. Donc une fois de plus, on va parler féminisme, on va parler écologie, on va parler visibilité pour toutes les communautés invisibilisées, on va parler anthropologie, parce que c'est hyper intéressant de regarder un petit peu l'histoire de la nourriture et nos rapports à la nourriture. On va parler, je sais pas, colonisation, comment, par exemple, je pense à ça parce que l'été dernier, on a fait pareil aussi un petit test de programmation et on a fait un cours de cuisine avec une femme qui parlait d'afro-véganisme. Et donc c'est vrai que quand on parle de culture culinaire africaine, on a souvent, nous, occidentaux, une image très viandarde, on va dire, de la culture. Or, c'est une énorme connerie. Historiquement, l'Afrique est un continent, qui cuisinait essentiellement le végétal.
Et donc, elle nous a parlé colonisation, elle nous a parlé comment nous, occidentaux, avons amené en fait, ces protéines animales dans leurs différents pays. Bref, vous voyez, on va essayer d'aborder ces questions-là au travers de plein de prismes. La place des femmes en cuisine, par exemple, on n'est pas très bien placés, nous, là, pour en parler, mais on va essayer de le faire. Et voilà, on a fait des cours de cuisine queer, on a fait on teste, on essaye, voilà. Et Denis, du coup, le projet à Saint-Ouen, pas mieux. Enfin, ça participe à la même logique. À Saint-Ouen, il y a beaucoup de nationalités, donc une variété de cultures, et on se dit que la bouffe, c'est quand même un moyen de rassembler. Nous, ce qui nous anime dans l'idée de créer du lien entre les gens, c'est aussi de mélanger les types de cultures et puis aussi les générations. Et la bouffe, c'est quand même un moyen pour ça. Donc on est assez en phase dans la logique de ce qu'on veut essayer de produire. C'est la bouffe pour faire plein d'autres choses autour. Et il y a à Saint-Ouen, il y a un gros besoin dans ce quartier-là, puisque c'est un nouveau quartier, un peu comme chez vous. Et donc il y a un énorme enjeu de nourrir le quartier et d'en faire un lieu proche des gens. De proximité, de s'ancrer dans le local. Donc si t'es pas, enfin je pense que c'est pareil pour tout le monde ici, si t'es pas d'abord ancré dans ton quartier et dans tes 200 mètres autour, t'as tout faux, quoi. Donc voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Et Thomas, quand tu entends ça, parce que finalement c'était aussi le projet de We Love Green depuis le départ, d'associer vraiment culture, musique et alimentation. Complètement. Quel est le recul que tu as sur ces années-là? Qu'est-ce que ça a pu apporter justement Le recul que j'ai, c'est que on s'est peut-être un petit peu trop axé vraiment sur la nourriture en tant que telle, sur le fait de nourrir et sur la personnification des chefs et qu'est-ce que représente l'identité d'un chef et l'identité d'une cuisine. On aurait pu, mais là c'est ce qu'on va développer aussi cette année, c'est de mettre des tables rondes, parce que les tables rondes de We Love Green étaient souvent dédiées au développement durable, mais dans un sens plutôt très large, avec des gros opérateurs connus, etc. Et là l'objectif cette année, c'est de quand même mettre la cuisine, l'agriculture sur des tables rondes, sur des discussions, pour remettre ça un petit peu au centre de la table. Et tout à l'heure, en discutant avant la table ronde, on parlait beaucoup finalement d'une certaine quand même difficulté à associer réellement programmation food et programmation culturelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que ces deux univers qui sont un peu en parallèle, mais finalement, les transverses ne sont pas si évidentes. C'est compliqué. Déjà, la cuisine, la restauration, pour moi, ça fait partie de la culture. Donc, il ne faut pas essayer de le faire rentrer au forceps. Il ne faut pas essayer de le forcer parce que c'est de la culture déjà. C'est une ouverture. Faire un concert avec des casseroles, c'est pas forcément une bonne idée, quoi. C'est ça. Forcément. Mais voilà, c'est une ouverture sur le monde magnifique. La cuisine, pour moi, c'est le meilleur moyen de découvrir une autre culture, une autre personne, de la regarder manger, de la regarder cuisiner, etc. Et c'est vrai que depuis toujours, on a toujours essayé de faire communiquer. Souvent la musique avec la cuisine, il y a plein de choses qui ont été testées. Souvent c'est un peu maladroit, c'est pas très juste. Et je trouve qu'aujourd'hui il y a une créativité telle, il y a des ponts qui sont en train de se faire assez intelligemment, où des opérateurs historiques de la musique, des musiciens sont en train de prendre part dans le culinaire, et des gens qui étaient dans le culinaire prennent part à la musique. Donc il se passe plein de trucs. Moi, pour rebondir à ce qu'il disait tout à l'heure, on a créé un autre événement l'année dernière qui s'appelle la Fête du Pain. Et là, ça répond totalement à ce que tu disais, où on a essayé vraiment de faire un événement ouvert, inclusif, local. Ça se passe à Pantin, c'est un événement qui est gratuit. Et en fait, de choisir le pain, qui est un espèce d'aliment un peu totem universel, ça permettait, comme tu disais tout à l'heure, de parler de plein de sujets. Donc de colonisation, de politique, de sociologie, d'inclusion, de la place des femmes dans la boulangerie, etc. Donc c'est un événement qu'on refait cette année, qui a été un vrai succès, qui a lieu à la Cité Fertile. Et donc il y a un grand marché avec plein de boulangers. L'objectif, c'était bien évidemment de mettre en avant du pain sain, du pain durable, donc du pain au levain avec des farines anciennes ou des farines bio. Mais aussi, on était à Pantin, on ne pouvait pas se séparer d'une réalité d'une boulangerie locale, arabe, maghrébine, marocaine, etc., qui n'est pas forcément réalisée de la meilleure façon, mais qui fait partie du paysage. Donc on avait aussi ce désir de créer des ponts entre la néo-boulangerie,
pains de bobo qu'on peut appeler, voilà, des pains qui sont à 10-12 euros le kilo, mais aussi des boulangeries qui font partie d'un maillage local et qui alimentent aussi une vie quotidienne au sein de communautés comme à Pantin, quoi. Et on a mis à côté aussi plein de tables rondes sur des sujets d'inclusion, de reconversion professionnelle, etc. Je vais me tourner vers le public, puis on reviendra encore pour un petit mot de conclusion. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie d'un peu de partager vos interrogations sur tout ça, vos propositions, vos envies aussi? Parce qu'en fait, on a beaucoup parlé du point de vue des acteurs culturels, mais finalement assez peu du point de vue du public ou des gens qui viennent sur les lieux. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de partager? N'hésitez pas. Bonsoir. Moi, j'aurais une question par rapport au choix d'offrir de la viande et du poisson, dont j'ai pensé surtout à Thomas et à Vincent, parce que de ce que j'ai retenu, ce choix est surtout lié au désir d'offrir de la qualité et du contrôle sur toute la filière. Mais je me demandais si vous la voyez peut-être comme une limite par rapport au public. Donc, la peur que ça peut limiter l'attiration du public et qu'un public qui n'est pas encore sensibilisé à ce sujet pourrait ne pas apprécier ce choix. Et donc, si ça peut arriver pour ça. Et dans ces cas-là, je me demandais si pour vous, ça va évaluer et dans quelle mesure les restos, les événements pouvaient être une occasion pour sensibiliser un public qui n'est pas encore conscient de l'impact des choix de la nourriture. Merci. Vaste question. Alors en fait, c'est finalement, en résumé, ces choix de continuer à proposer du poisson et de la viande, est-ce que c'est vraiment fondé sur une réalité d'un besoin du public ou sur une idée qu'on se fait de ce besoin-là et qu'il faudrait être un peu plus radical peut-être directement par vos choix pour accompagner une transformation des usages, quoi. Donc en fait, comment se fait ce choix de continuer à proposer la viande et du poisson parce qu'on estime que dans l'imaginaire, c'est ça qu'il faut pour bien manger, ou de changer radicalement? Moi, je veux bien essayer de répondre un petit peu. Nous, je sais, une fois de plus, l'été dernier, quand on a décidé d'avoir une offre donc sur l'exploitation éphémère qui soit 100% végétarienne, déjà, rien qu'en interne, ça a été un débat assez houleux avec mes associés. On n'était pas tous d'accord. Moi, je suis végétarien, donc ça m'allait très bien. Mais j'ai des associés qui considèrent que la viande, ça doit encore faire partie de l'alimentation. Donc, c'est déjà en interne. Ça peut donner lieu à des différences de points de vue. Et est-ce qu'il y a une consultation du public, du coup, qui peut être imaginée là-dessus? Non, c'est vrai qu'on a consulté le public sur d'autres sujets. Ça n'a rien à voir, mais pour ou contre supprimer Coca-Cola, par exemple. Mais bon, ça va bien faire réagir. Mais c'est vrai qu'on aurait pu solliciter le public. Moi, je sais que je retiens toujours un argument d'un de mes associés qui est en charge des finances et qui me disait c'est trop radical. C'est trop radical pour un lieu qui est censé brasser du monde, etc., taper large en termes de cible. Peut-être qu'un petit restaurant à Paris, on en voit plein, des restaurants ultra spécialisés qui vont être sur, je sais pas, spécialisés sur le super aliment, machin, etc. Donc il peut, entre guillemets, peut-être se le permettre, quoique. Son argument, c'est de dire non, sur des lieux ou même peut-être des événements qui doivent brasser très large, c'est prendre un risque. On a fini par le faire quand même. Et en fait, le bilan, il est hyper positif. Donc en fait, je pense qu'on a tous très peur du changement. Et qu'en fait, alors moi, c'est un avis plus politique là, mais je pense qu'on n'a plus le choix que d'être radicaux. Et ça, sur plein de sujets d'ailleurs. Donc moi, si ça ne tenait qu'à moi, par exemple, j'irais sur un food court 100% végétarien. Peut-être pas végétalien, mais en tout cas végétarien, parce que je pense que c'est la seule solution pour réduire drastiquement le bilan de carbone de ce qu'on mange. Après, je comprends tout à fait les gens qui aujourd'hui défendent la production de viande de qualité, de la production artisanale, etc. Je pense que c'est nécessaire dans le paysage agricole, mais par contre, pour des lieux un petit peu
étendard, des lieux qui sont visibles, qui font de la communication, des lieux culturels. Je pense qu'on doit être radicaux et on doit un petit peu montrer peut-être un peu la voie. Et encore, nous, à notre échelle qui est nanoscopique, comparé à peut-être des acteurs beaucoup plus gros du secteur, quoi. Du coup, on l'a vu, Nuit Sonore a fait ce choix radical. Ouais, en fait, moi, ce que j'aimerais juste rajouter, c'est que voilà, nous, on a fait ce choix sur de l'événementiel, c'est-à-dire que sur HIT, sur notre cantine de tous les jours, on n'a pas fait ce choix-là. Et que moi, je rejoins ce que tu dis, mais justement, je me dis que pour ces personnes, on va dire ces flexitariens, on considère, enfin moi personnellement, je considère que c'est pas l'idée, c'est pas que le monde entier arrête de manger de la viande ou du poisson, mais on est bien d'accord que c'est une question de quelle viande, quel poisson, et que la difficulté, elle est encore plus importante que sur d'autres produits, fruits et légumes, laitage, etc. Et je me dis qu'à ce moment-là, peut-être que c'est aussi que manger de la bonne viande et manger le bon poisson, c'est peut-être à ce moment-là aussi qu'on peut le faire. Justement, quand on sort, quand on mange à l'extérieur. Ça peut être un endroit où justement on transmet ces valeurs-là, où on explique d'où ça vient. Plutôt que se dire, c'est-à-dire ne pas laisser la possibilité aux gens de vendre ces produits si on les a certifiés, si on sait qu'ils sont bons. C'est peut-être là aussi où ça peut être un tout petit peu dommageable de se dire que c'est à cet endroit-là justement qu'on va pouvoir faire un peu de pédagogie. Parce qu'on aura vérifié en amont. Voilà. Moi, je voudrais rebondir là-dessus. On avait choisi cette option-là, c'est-à-dire de choisir la bonne viande, le bon poisson, d'avoir quelque chose de très sourcé. Mais la problématique, c'est que, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que quand on met des restaurants végétariens face à des restaurants qui font de la viande, il y a un espèce de déséquilibre et une compétition déloyale en termes de chiffre d'affaires. Et en fait, moi, c'est plus ça qui me dérange parce que la finalité, c'est que la viande et le poisson qu'on a sur le festival, elle est contrôlée, on sait d'où elle vient, on sait qu'elle a été bien élevée, bien pêchée, etc. Mais c'est plus dans la réalité économique de moi prendre le risque personnellement de choisir un restaurant végétarien et de le mettre pas très loin d'un restaurant qui va faire des burgers ou de la viande ou du poulet frit et que ce restaurant va vendre 2 ou 3 fois moins que le restaurant à côté. Donc c'est plus aussi un truc éthique, égalitaire, pour que tout le monde s'en sorte économiquement. Sachant que, alors il y a une question, moi juste, en fait sur la pédagogie vis-à-vis des publics, est-ce que vous estimez que c'est à vous de vous en mêler pour parler, voilà, est-ce que le rôle de l'acteur culturel est aussi de faire la pédagogie de l'offre de ces restaurants sur site, ou est-ce qu'on décide que non, c'est le taf des restaurateurs de le faire? Je pense que, comme il disait, prendre des décisions radicales, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et il faut être pédagogue, il faut expliquer, il faut prendre le temps. Et nous, c'est quelque chose qu'on fait, quoi. Pendant très longtemps, on a mis plein de choses en place, mais on ne le communiquait pas, on ne le mettait pas en place. Et au fur et à mesure du temps, on a agrandi les panneaux, on a dit ce qu'on faisait, on a mis le poids carbone des plats. On travaille aussi avec, pour le climat, pour calculer le poids carbone des recettes, etc. Donc au fur et à mesure du temps, on a mis de plus en plus d'informations. Les gens s'arrêtent, on a mis des totems, on a listé toutes les actions qu'on mettait en place. Et je pense que ça participe aussi à l'ouverture d'esprit des gens, à leur compréhension. Ils se disent, ah ok, c'est un peu plus cher, mais il y a des raisons derrière. Voilà. Moi, je pense que oui, on a un rôle à jouer parce qu'on draine beaucoup de monde, et donc il faut les informer et sans forcément imposer, et après savoir ce qu'on mange, donc réellement, et donc savoir d'où vient la bête, par quel producteur, par quel éleveur. Je trouve que ça c'est extrêmement important, mais on a un vrai rôle à jouer parce qu'il y a énormément de monde et il faut les amener à comprendre. Bonjour, je voulais juste faire un apport du coup, vu que vous êtes des gens qui véhiculent justement ce genre de pensée qu'on veut, quoi. Il y a une manière en tant que spectateur que je trouve assez élégante de faire passer des pensées, c'est de ne pas se définir en opposition à quelque chose, mais par exemple, il n'y a pas de repas omnivore, par exemple, si on parle juste de la nourriture. Et du coup, ça serait hyper constructif de présenter les choses de manière, pas en opposition, mais en tant que ce qu'elles sont. Et par exemple, moi, je suis chargé de diffusion pour un groupe de musique de Barcelone qui est composé que de femmes. Et je ne les présente plus comme un groupe de femmes. Et je dis, c'est un groupe qui tue. Et allez voir, programmez ce groupe. Et je fais exprès d'en parler au masculin parce qu'en fait, ça n'a rien à voir. Et il faut nommer les choses. Et c'est peut-être une manière subjective que j'ai d'essayer de passer au-dessus et de dire, bon, on oublie, on fait comme si tout le monde connaissait, comme si tout le monde savait. Et on nomme les choses telles qu'elles sont. Mais en fait, ça peut être une technique en parallèle de la communication sur ce qu'on veut changer. C'est ne pas nommer aussi et le dire comme ça. Et je pense que ça aide beaucoup.
moi, dans mon travail pour ce groupe-là, ça marche énormément. Et ça fait plaisir à voir. Et en fait, quand on est fatigué de mener des combats qui sont durs, qui sont petits à l'échelle de ce que c'est le monde de la culture, par exemple, ça permet d'avancer un petit peu plus. Et c'est très très beau. Et c'est un petit complément de com. Voilà. Que je voulais redire pour vous. Merci. Merci. Ouais. Moi, je trouve ça très juste ce que tu dis parce que quand on parle comme ça, on se dit on va faire du végétarien, on garde la viande et le poisson, etc. Moi, j'ai constaté, j'ai même fait des tests auprès de restaurateurs eux-mêmes des fois. Je viens les voir puis je dis dire bon qu'est-ce que tu as de vegan à midi? Ah non, moi j'ai rien de vegan, je fais pas de vegan, etc. Et en fait, je lis sa carte et je lui dis tu te rends pas compte, mais tu as 2 plats vegan. Mais en fait, tu n'as même pas pensé à faire 2 plats vegan, tu les as. Et je pense que quand on a une offre 100% végétarienne quelque part, si on communique pas dessus, je pense qu'il y a plein de gens qui se rendront même pas compte que cette offre est 100% végétarienne. Donc je trouve ça très très intéressant ce que tu dis, parce que finalement il y aurait aussi un petit moyen comme ça d'effacer ces débats juste en considérant qu'il n'y a pas de particularité à ce qu'on fait. Moi, pareil, pour rebondir sur ce que tu as dit, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Après, il y a une réalité qui est... Enfin, c'est utopiste dans le sens où j'aimerais pouvoir faire ça, et je pense qu'on aimerait tous pouvoir ne pas faire le distinguo entre de la cuisine végétarienne, végane ou avec des protéines animales. Mais quand tu es en phase de transition, et on parlait d'explication, d'éducation, etc., il faut quand même nommer les choses, malheureusement, et je pense que ça doit aussi passer par là. Et je pense qu'il y a une première étape où il faut nommer les choses, faire la transition, et après ne plus faire le distinguo et ne même plus en parler. Et il y a 2 jours, j'étais en call avec une restauratrice qui va venir sur le festival, qui a un super restaurant à Paris qui s'appelle Plan D, et qui fait des sandwichs exceptionnels, hyper créatifs, et tout est vegan. Mais dans sa communication, elle dit pas une seule fois qu'elle est végane ou végétarienne, elle en parle pas une seconde, et les gens vont manger là-bas, et les gens s'en rendent même pas compte, quoi. Et moi je trouve ça extraordinaire parce que aussi ils dépassent cette barrière psychologique que les gens ont de la cuisine végétarienne, la cuisine végane, c'est chiant, etc. Donc même pour les générations, voilà, pour moi par exemple, pour mes parents, enfin, tu vois, j'amène ma mère manger là-bas, elle va même pas s'en rendre compte, elle va le manger. Si je lui dis on va bouffer dans un truc vegan, elle va me dire non, on va manger ailleurs, quoi. Donc c'est le cliché habituel, mais ça participe aussi à faire transitionner certaines personnes, quoi. Est-ce qu'il y a une dernière question? Et après, j'ai l'horloge qui... Bon. Eh ben, merci, le débat est passionnant. On va en refaire un d'ailleurs pour suivre les évolutions des uns et des autres dans ces actions. Denis Lega qui veut dire un dernier mot. Je voulais juste dire qu'on travaille tous sur ces sujets-là, et c'est hyper enrichissant de comprendre comment vous fonctionnez, la pédagogie, la gestion des poubelles. Je trouve que ce serait intéressant qu'on puisse y retravailler pour échanger les bonnes pratiques, je pense. Donc à quand le club des acteurs culturels qui passent à table? Eh bien, merci à tous. À vous. Merci d'être Merci. venus et à très vite, à très bientôt.